Cet épisode vous est proposé avec le soutien de Hectarea. Il y a un an, je pensais être une écolo irréprochable. Puis j'ai compris une chose, c'est que mon argent polluait sans que je m'en rende compte. Alors j'ai décidé de le faire travailler pour la planète. Avec Hectarea, j'ai investi dans des terres agricoles cultivées par des agriculteurs engagés dans la transition écologique. C'est essentiel parce que 50% des agriculteurs partiront à la retraite d'ici 10 ans. Et c'est aujourd'hui qu'il faut soutenir cette nouvelle génération d'agriculteurs qui arrive avec une vision engagée et qui a besoin de financer son accès à la terre. Investir avec Hectarea, c'est les aider à franchir ce cap tout en faisant fructifier son épargne. Grâce à ces 600 investisseurs, c'est déjà 2 millions d'euros qui ont été investis pour soutenir 18 agriculteurs à travers 11 filières et cultures. Un placement concret, durable et rentable au service de l'agriculture de demain. Si toi aussi tu veux donner du sens à ton épargne, rendez-vous sur hectarea.io. Bienvenue sur Green Cash, le podcast qui explore les coulisses de l'investissement dans la climate tech. Ici, on parle impact et profit, défis climatiques et innovation, mais surtout des hommes et des femmes qui financent par leur choix d'investissement un avenir durable. Parce que comprendre la finance à impact, c'est poser les bonnes questions à celles et ceux qui la font. Parce que allier rentabilité et impact positif, c'est possible. Parce que la climate tech, vue du côté des investisseurs, mérite d'être décryptée. Je suis Marine Goldenberg et chaque semaine, je donne la parole à un investisseur engagé qui partage son parcours, sa vision et ses conseils. J'espère que cet épisode vous plaira. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour Marie. Bonjour. Marie, gros challenge pour moi d'écrire cette introduction, parce que comment présenter Marie Eklund sans tomber dans l'éloge XXL? On ne présente plus ton parcours. Passé de JP Morgan par Elaya, vice-présidence de France Digital, cofondatrice de Daphne et aujourd'hui à la tête de 2050. Marie, je te vois un peu comme une héroïne hybride entre Olivia Pope dans Scandale et Jessica Pearson dans Suits. Je ne sais pas si tu as la référence, mais je sais que tu aimes utiliser l'exemple de Netflix pour illustrer certaines incohérences du capitalisme. Brillante, capable de restructurer un écosystème en quelques coups stratégiques, mais qui fait fi des conventions, qu'on peut retrouver assise à même le sol, habillée à la cool avec des boucles d'oreilles ethniques qui contrastent avec tes origines nordiques. Netflix pourrait faire un documentaire sur toi de la manière dont tu kill le game dans l'investissement. Peut-être qu'il s'intitulera Forever Green. Marie, tu fais bouger les lignes sans forcer, sans demander la permission, un peu comme quelqu'un qui viendrait discrètement reprogrammer la matrice du capitalisme, sauf qu'à la fin, tout le monde gagne. Avec Marie, nous allons parler de comment l'investissement peut contribuer à un avenir fertile et cette discussion promet d'être passionnante. Marie, bienvenue sur Green Cash. Merci. Marie, est-ce que pour démarrer cet épisode, tu pourrais te présenter peut-être sous un angle un petit peu plus personnel, qui est Marie quand elle ne fait pas de l'investissement? Qui je suis? Je suis quelqu'un d'extrêmement curieux. Je pense que c'est pour ça que je fais de l'investissement, parce que ça me permet de rencontrer beaucoup d'entrepreneurs ou de chercheurs ou de gens qui pensent le monde et qui le vivent et qui l'expérimentent. Parce que je suis persuadée qu'on apprend en faisant et que quand tu veux, toi, comprendre des choses, tu apprends beaucoup plus. En tout cas, moi, c'est mon caractère. J'apprends beaucoup plus facilement en parlant et en échangeant avec des gens qui ont creusé leur sujet que en lisant des livres. Donc, j'ai besoin pour arriver à comprendre de ressentir, et ça passe beaucoup mieux par le contact avec les gens. Donc, il y a cette curiosité de comprendre le monde. Et puis après, il y a cette, j'ai une, je ne sais pas rester sans, quand je vois des problèmes, sans essayer de les résoudre. Et donc, ça me pousse d'essayer de comprendre un peu plus, en fait, c'est quoi le fondement de ces problèmes, parce que si tu veux vraiment les résoudre, il faut que tu ailles à la racine de la cause, de ce qui cause ces problèmes-là. Et ça me permet derrière d'essayer de résoudre la cause, en fait. Je suis un peu tout le temps dans ce mode-là. Donc, dans mes temps perdus, je fais des puzzles, tu vois, parce que tu mets les trucs comme ça. Tu payes pour les puzzles. Combien de pièces? 1000 pièces. 1000 pièces, ça va, c'est quelques jours, ça passe bien. Donc, voilà, j'écoute énormément de musique parce que, en fait, j'ai toujours été quelqu'un d'extrêmement, pas complet, parce que, mais avec différentes dimensions, tu vois, qui ont besoin de vivre ensemble, hein, pour faire un tout cohérent.
Donc j'ai jamais, par exemple, j'ai toujours refusé de faire une classe prépa. En fait, j'étais au lycée à Louis-le-Grand et c'était pas quelque chose qui m'intéressait ou qui m'attirait ou dans lequel je m'épanouissais. Parce que j'avais besoin de continuer à aller voir des concerts, de faire du sport. J'ai fait du sport à haut niveau. Je faisais du volleyball. Donc, tu vois, j'en ai fait jusqu'en compétition jusqu'à 27 ans. Donc j'avais toujours ce côté d'avoir besoin d'avoir un équilibre à la fois corporel, en fait, d'habiter mon corps, sensoriel, de vivre de la musique, d'aller au cinéma, de me projeter, d'avoir un imaginaire fertile, de relations sociales et d'apprentissage intellectuel et d'action. Donc j'ai travaillé très tôt j'étais la première de mes copains à travailler. Je suis partie à New York à 21 ans pour travailler pour JP Morgan. J'avais fait une formation qui était un IUP qui se terminait un peu plus tôt. Et puis après, j'ai repris des études, j'ai fait un 2A d'économie, etc. Master 2 aujourd'hui. Mais donc, je suis cette alliance de choses. J'ai besoin, en fait, de faire avancer ces différentes parties de moi un peu en même temps. Ok. Voilà. C'est jamais quelque chose que tu as perdu et du coup, tu as pris conscience à quel point c'était quelque chose d'important pour toi. Ça a toujours été là. Ok. Donc, le côté holistique pour utiliser des mots un peu climatiques aujourd'hui, quoi, qu'on a besoin d'avoir une compréhension holistique. Moi, j'ai besoin d'avoir une vie qui est holistique, en fait, qui est à la fois laisse de la place à la famille, laisse de la place aux amis ou aux relations, en fait, qui sont des relations humaines chaleureuses, à l'esprit et aussi à vraiment ce mouvement, cette dynamique d'action, quoi. Bonjour, alors je suis Olivier Mathieu. J'ai rejoint Marie Eklund en tant qu'associé gérant, donc nous sommes tous les deux associés gérants du fonds 2050 que Marie préside et qu'elle a fondé un peu avant 2021, enfin fin 2020. Et nous avons eu ensuite, je l'ai rejoint en 2021, nous avons eu l'agrément AMF à partir de 2021. Moi, je connais Marie depuis bien longtemps, puisqu'au départ, elle était une des investisseuses renommées, chevronnées au sein d'Elia Partners. Elle avait fait le premier deal, le premier investissement dans l'équipe Criteo, alors qu'il n'y avait que 6 personnes dans l'équipe. Et c'est devenu la première licorne, avant qu'on appelle même ces entreprises qui valent plus d'1 milliard de dollars des licornes. Et puis ensuite, nous avons été coprésidents de France Digital. Et c'est là que j'ai vu tout son talent, sa capacité à rassembler un écosystème, aussi bien composé d'entrepreneurs, d'investisseurs, mais également d'avocats, de grands groupes corporate, de hauts fonctionnaires, notamment du ministère des Finances. Et donc faire travailler ensemble tous ces gens-là pour aller dans une direction qui est celle de faire croître l'ensemble d'un écosystème. Donc ça, c'est le talent de Marie en particulier. Grande investisseuse, grande animatrice d'écosystème. Et si je devais insister un peu sur ses qualités personnelles, la première chose, évidemment, et c'est une des raisons principales pour laquelle je l'ai rejoint, c'est que c'est une très très bonne investisseuse. Elle a une capacité à estimer les jugements, mélange d'intuition et d'esprit analytique, mais également de juger les équipes qui vont porter les projets et dans lesquels on va investir. Le dernier point que je voulais vraiment mentionner en tant que qualité personnelle pour Marie, c'est que non seulement elle est un peu vue comme une sorte de gourou, elle est écoutée par ses pairs, par ses co-investisseurs. Quand elle entre dans une pièce, elle a un charisme important, elle arrive à se faire entendre, tout le monde se tait, l'écoute, et elle a évidemment bien réfléchi, bien préparé, et ses arguments portent. Et pourtant, elle ne fait pas que parler, elle a également une capacité d'écoute qui est assez formidable. Moi, j'ai plein d'exemples de réunions où quand elle a expliqué quelque chose, quand elle a raconté, quand les gens qui devaient parler ont parlé, si elle voit d'autres personnes autour de la table qui n'ont pas encore pu s'exprimer, et systématiquement, elle va leur donner la parole un par un. Et ça, c'est formidable. Donc, merci, Marie, d'être une aussi bonne animatrice. Et j'ai vraiment un immense respect pour son intégrité. Marie a toujours choisi les bons combats, même quand ce n'était pas évident sur le moment. Je repense à certaines décisions difficiles ou guidées par ses principes, et alors que la pression était forte, Marie a su prendre les bonnes décisions, et finalement aller contre le système, aller contre les principes. Et avec du recul, toutes ces décisions se sont révélées justes et vraiment alignées avec l'humain, avant d'être alignées avec la planète. Et Marie ne choisit jamais la facilité et elle fait toujours ce qui est juste avec beaucoup de courage. Voilà, donc j'ai une admiration profonde pour la leader et la personne qu'elle est. Est-ce que tu as envie de rebondir dessus? Oui, je peux dire deux choses. Une chose sur chaque
chacun d'entre eux. Et donc sur les témoignages, j'aurais beaucoup de choses à dire sur les personnes, mais je crois que je sais pas si tu voudrais que j'élabore là-dessus, mais donc sur les témoignages, Olivier dit justement que je fais très attention à ce que tout le monde parle dans une pièce. Pour moi, c'est ça la diversité. En fait, si les gens sont dans la pièce, c'est parce que ils ont un rôle à y jouer. Et ne pas leur donner la parole, c'est ne pas jouer ton rôle justement d'animateur c'est de ne pas prendre des décisions en ayant toutes les billes ou toutes les clés en main. Et plus j'avance, plus je me rends compte à quel point c'est important d'avoir une vision la plus large possible, la plus à 360 possible, parce qu'on est dans un monde complexe, que chacun a une sensibilité différente et que c'est pas... tu vois, je ne crois pas aux valeurs, par exemple. Je ne crois pas aux valeurs parce que, ou en tout cas, c'est quelque chose que je n'utilise plus comme mot, parce que je pense que les valeurs sont très liées, sont excluantes, parce qu'elles sont liées à ta culture, la manière dont tu as été élevé, l'endroit où tu as été élevé. Et que si tu apposes un jugement moral aux valeurs que toi tu as, tu ne les mets pas en perspective d'autres valeurs qui sont potentiellement équivalentes, sauf qu'elles s'expriment différemment dans la culture de la personne en face de toi. Donc si tu parles de respect, par exemple, tu vois, en Chine, cracher, c'est pas du tout un signe d'irrespect, c'est complètement naturel. Ici, tu craches par terre devant quelqu'un, il va te dire tu me manques de respect. Donc, alors que c'est pas du tout comme ça, il n'y a pas de compréhension, on parle pas le même langage, que ce soit un langage culturel ou un langage corporel. Et à partir du moment où tu apposes le mot valeur sur des comportements, en fait, tu empêches le dialogue. Tu vois ? Et donc, du coup, ce que je veux dire par là, c'est qu'on a besoin, encore plus maintenant, d'être à l'écoute de la manière dont les perceptions s'expriment et dont les différentes cultures le regard que les différentes cultures ont sur le monde, que les différentes personnes avec leur propre expérience apportent et que les sensibilités pour arriver à poser un jugement ou une décision qui soit la plus juste possible. Et donc ça, c'est quelque chose qui, pour moi, est la seule manière de permettre la diversité réelle. Et c'est très riche, en fait. Ouais, tout à fait d'accord avec toi. Et alors, on aura l'occasion d'en reparler parce que moi, c'est aussi une de mes grandes questions. C'est comment est-ce qu'on reste pas dans un entre-soi, tu vois, de personnes de bien-pensance, et comment est-ce qu'on va créer du dialogue avec, parce que c'est vrai qu'on parle souvent des fonds impact, des climate tech, etc. Et je trouve que, alors, on a besoin de mots pour désigner les choses, mais en même temps, en désignant les choses, on crée aussi une séparation, cet effet un peu silo. Et voilà, et ma question, c'est comment on décilote tout ça, comment est-ce qu'on va créer du dialogue. Mais du coup, tu as parlé aussi de la diversité, ce qui m'amène à te... J'ai pas rebondi sur Vincent. Je suis désolée, mais Vincent m'a accompagnée aussi, lui, en fait, je le connais depuis France Digital et Daphne et 2050. Et c'est quelqu'un qui a cette capacité de comment dire, de rebondir, d'apprendre et de voir. C'est vrai que il était là à des moments où j'ai pris des décisions très difficiles, au moment où j'ai démissionné du Conseil national du numérique, par exemple, de la présidence du Conseil national du numérique, à des moments où j'ai décidé de quitter Daphne ou des choses comme ça. Et il a ce questionnement permanent qui te fait te dire est-ce que je suis vraiment en train de prendre la bonne décision, et cette capacité derrière à posteriori voir dire exactement ce qu'il a dit, qui était en fait c'était juste, même si au démarrage il le voyait pas forcément, ou alors on en avait beaucoup discuté et que c'était pas des décisions qui étaient évidentes en fait. Et ce courage qu'il a de toujours questionner le statu quo et d'avancer ses perceptions avec la manière dont les événements se passent et de se transformer lui-même est très impressionnante en fait. Et il y en a pas tant que ça.
Est-ce que maintenant, tu pourrais du coup peut-être nous présenter plutôt 2050, votre thèse d'investissement et puis votre équipe aussi, parce que justement, on a parlé de diversité et c'est quelque chose que toi, tu tiens à incarner chez 2050. Bien sûr, donc 2050 est né. Alors, moi, j'ai un parcours donc de 25 ans maintenant dans le capital risque. Historiquement, je suis une mathématicienne, informaticienne. J'ai commencé ma carrière, tu l'as dit, chez JP Morgan à New York, mais à la base, je suis une codeuse. En fait, tu vois, donc j'ai aidé JP Morgan à la fin des années 90 à se transformer numériquement, donc à coder tous les ordres qui étaient passés à la mano à la bourse de New York ou dans les différentes bourses dans le monde au travers des ordinateurs et puis à bien calculer le risque, etc. Et puis, en fait, assez vite, j'ai pas trouvé beaucoup de sens, donc j'ai fait ce que je sais faire, qui est que, dans ces cas-là, tu te réalignes. Hein, et donc, au bout de ce chemin, je suis rentrée dans le monde du capital risque en l'an 2000. Et depuis, je vais faire un aparté, mais ça va t'expliquer 2050 et le rationnel. Donc, si c'est OK, je vais faire ça. En fait, moi, je suis rentrée dans le monde du capital risque au tout démarrage de la French Tech. Et donc, de l'industrie du capital risque française aussi. C'est très rare d'arriver dans une industrie à son démarrage. Et ce qui était intéressant, c'est que moi, je revenais de Wall Street, donc j'avais déjà appris ce que j'aimais dans la culture américaine, le mode de fonctionnement, les réflexes, les méthodes, etc. Mais j'avais laissé ce que j'aimais pas. Et la manière dont le capital risque français s'est construit beaucoup, c'est en copier-coller la Silicon Valley. Et donc moi, j'avais pas ça, en fait. Et puis, j'avais pas ce rôle modèle. Et en plus, j'étais la seule femme dans la pièce pendant 15 ans. Presque. Enfin, bon, très souvent. Et donc, j'avais pas de rôle modèle féminin non plus. Il y en avait pas dans la Silicon Valley, il y en avait pas en France ou en Europe non plus. Et du coup, moi, j'avais une page blanche. C'est-à-dire que quand tu démarres dans une industrie, il n'y a pas de rôle modèle, t'es pas dans cette logique de copier-coller d'autres choses, en fait, tu te poses, tu questionnes le métier. C'est quoi un bon investisseur, en fait? Comment tu peux accompagner les fondateurs que tu soutiens et que tu accompagnes, le mieux possible, hein, pour faire en sorte que leur entreprise soit un succès et que donc ton investissement soit un succès. Et donc, c'est comme ça que depuis le début, quelque part, je me considère plus maintenant comme a posteriori, hein, comme ayant été une entrepreneuse en finance et comme étant une entrepreneuse dans le monde financier maintenant, complètement assumée. Mais c'est intéressant parce que tu aurais pu copier des rôles modèles masculins, tu vois, et a posteriori te dire, tu vois, peut-être qu'il y a une autre manière de faire, mais ça, c'est quelque chose que tu as incarné dès le début, d'entrée de jeu, ta manière de faire, en fait. Alors, sans doute que j'en ai pris, hein, tu vois, tu prends des inspirations de partout, mais il n'y avait pas une personne avec qui, tu vois, j'ai beaucoup appris avec Xavier Lazarus, qui m'avait recruté chez Elaya, mais j'ai beaucoup appris des entrepreneurs que j'ai financés, en fait, avec qui j'avais noué des très gros liens de confiance, parce que moi, ma solution, en tout cas ma manière de faire, ça a vraiment été de mettre en pratique ce que moi je sais modéliser des problèmes, c'est l'esprit mathématique. Et je sais instancier des solutions, c'est le côté computer science, c'est le côté informaticien, tu vois, où à partir du moment où tu as un problème, tu sais traduire une solution dans une logique, en fait, qui est algorithmique pour l'informatique, mais c'est une logique. Donc c'est une logique de résolution de problème et du coup tu arrives non seulement à modéliser, mais à vraiment être du côté des solutions en permanence. Et donc, du coup, quand tu es dans cette logique-là, tu es une des premières personnes que les fondateurs appellent quand il y a des problèmes. Parce que tu vas pas freak out, tu vas pas faire « Oh là 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 là, qu'est-ce qui se passe ?» Tu vas commencer à réfléchir, à dire « Alors, attends, est-ce que c'est ça le problème? Est-ce que c'est ci et ça ?» etc. Et du coup, j'ai beaucoup appris parce que j'étais dans la résolution de problèmes avec les entrepreneurs. Donc, tu vois, j'ai vraiment été baignée dans cette culture-là. Et je pense que c'est ça qui m'a donné, après, envie de moi-même résoudre les problèmes auxquels mon industrie était confrontée. Et les outils pour le faire, et la culture pour le faire, et l'énergie pour le faire. Et le réseau. Donc, c'est ça, je pense, qui m'a conduit, d'une part, à cofonder France Digital, qui, après, m'a ouvert les yeux sur les plus gros problèmes. En fait, quand j'ai fait France Digital en 2012, j'étais coprésidente avec Marc Ménazé et puis après Olivier Mathieu. Et puis, je suis devenue un peu conseillère du gouvernement français sur les sujets d'innovation, de la Commission européenne.
Je suis devenue membre du Conseil national du numérique. On avait en charge de conseiller le gouvernement sur des sujets comme comment est-ce que le numérique peut aider les problématiques de santé de la France ou d'éducation. J'ai commencé à comprendre que finalement, tout le monde des startups que moi je finançais était une partie de l'économie, mais que les grands groupes avaient bien d'autres problématiques, les entreprises familiales en avaient bien d'autres, et que les problématiques auxquelles l'économie française et européenne allait être confrontée allaient bien au-delà de ce dont les startups s'occupaient. Et que donc, c'était extrêmement important qu'on puisse financer des solutions aux vrais problèmes qu'on allait avoir et auxquels on se confrontait déjà, et qu'on le fasse d'une manière qui puisse créer des vrais champions sur le long terme. Et donc, j'ai atteint et j'ai touché du doigt les limites du capital risque et 2050 est la réponse de tout ce que j'ai compris, en fait, tout ce que depuis ces 20 années-là, dans un modèle qui me semble répondre beaucoup mieux à ce à quoi on fait face. Et donc, pour le dire autrement et pour être un peu plus concrète, je pense que l'un des problèmes du métier d'investisseur et de la finance en général et du capital risque en particulier, c'est qu'on est très tourné vers le passé. Quand tu prends des décisions, tu es en train de regarder ce qui a marché dans le passé, le marché étant gagné beaucoup d'argent, et tu prends des décisions aujourd'hui qui sont fondées là-dessus. Et donc, tu es dans une reproduction des modèles du passé. Et quand tu as compris les problématiques de réchauffement climatique, les problématiques de ressources naturelles limitées, les problématiques sociales qui ont été créées par ces modèles-là, etc., tu vois bien que être en reproduction amplifie un grand nombre des problèmes auxquels on est confronté. C'est pas comme ça qu'on va pouvoir avoir une industrie agroalimentaire qui nous nourrit dans 10 ans. C'est pas comme ça. Il faut penser différemment pour résoudre ces problèmes-là parce que ça dépend du fait que on puisse maintenir une bonne biodiversité dans les sols. Enfin, ça dépend de beaucoup de choses scientifiques qui ne sont absolument pas prises en compte dans ces modèles-là. Et donc, tout 2050 repose sur l'idée inverse qui est de se dire qu'est-ce qu'il faut comme condition pour vivre dans un futur qu'on considère fertile, dans lequel on veut atteindre un certain nombre d'objectifs qui sont, pour nous, on les appelle nos 5 essentiels, qui sont de se dire comment est-ce qu'on fait en sorte que chacun puisse manger et manger de manière saine, comment est-ce qu'on puisse faire en sorte qu'on puisse habiter la terre et produire de manière durable, qu'on puisse prendre soin de sa santé au quotidien, qu'on puisse faire évoluer les modèles éducatifs et culturels pour que chacun puisse contribuer à ce futur fertile, et enfin qu'on puisse remettre la confiance au cœur des économies et au cœur des sociétés avec un système assurantiel qui nous couvre sur les nouveaux risques, un système bancaire qui permet que les démocraties fonctionnent, un système de l'information qui permet de faire en sorte que les démocraties puissent fonctionner. Donc c'est une volonté holistique. Tous les investissements qu'on fait, on les fait à l'aune de ces filtres-là, de savoir est-ce qu'on n'est pas en train de casser, même si on résout un des problèmes, et en ce moment, on se focalise sur tous les sujets liés au réchauffement climatique, en termes de financement de solutions, on vérifie à chaque fois que les entreprises qu'on finance ne créent pas d'autres problèmes ailleurs, qu'elles vont pas créer des problèmes sur la santé, que c'est pas des boîtes opaques qui... Est-ce que tu as un exemple à nous donner? Ben oui, typiquement, quand on finance une entreprise comme Pebble, hein, en fait, on va toujours partir de la science pour comprendre où sont les gros problèmes, d'accord? Donc, on a commencé, quand je dis on a commencé par réchauffement climatique, c'est parce que c'est une des conséquences, une des causes profondes. Et pour comprendre ça, on a coécrit un cours avec l'Université Paris-Dauphine sur les enjeux environnementaux à 360 degrés. Donc, comprendre c'est quoi le cycle du carbone, comprendre c'est quoi la perte de biodiversité, toute la biologie qui sous-tend ça et quelles sont les conséquences de ça, les scénarios du GIEC, ça veut dire quoi, donc qu'est-ce qui nous attend. C'est un cours qui est en ligne, c'est un cours qui est surtout en open source, donc c'est du Creative Commons, qui est enseigné à Dauphine, qui est obligatoire pour tous les étudiants en première année, et qui, nous, a été à la base de notre stratégie d'investissement. Typiquement, un des trucs que j'ai découvert grâce à ça, et qui était complètement nouveau pour moi, c'est que la première des choses qu'on devrait faire, ce n'est pas de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Tu vois, la première des choses qu'on doit faire pour arriver à faire en sorte qu'on puisse limiter les effets du réchauffement climatique, c'est d'augmenter les capacités de la nature à stocker le carbone. Pourquoi ? Parce que si tu continues à artificialiser les sols,
non seulement tu empêches ces sols-là de continuer à capter le carbone dans les années futures, mais en plus, ils relâchent du carbone qu'ils détenaient depuis des millénaires. Et donc, ça vient amplifier les effets du réchauffement climatique. Donc, il y a un facteur démultiplicateur. Alors que quand tu vas financer des entreprises dans l'agriculture régénérative, par exemple, eh bien, non seulement tu vas accroître la biodiversité dans les sols et les capacités du sol à stocker le carbone, tu vas continuer à garder le carbone qui est stocké dans ces sols-là depuis des millénaires, et tu vas venir en substitution de solutions qui sont elles-mêmes émettrices. Donc, tu as un triple effet qui se coule dans l'idée dans ton empreinte carbone globale, en fait. Tu vois, tu évites des émissions, tu vas stocker du nouveau carbone et tu vas empêcher l'émission du carbone passé. Et donc, toute cette logique-là, qui est une logique de systémique, et tu vois que typiquement, elle a aussi souvent des impacts sur les autres dimensions de nos essentiels. Si tu pousses de l'agri-régénérative, eh bien, en fait, l'alimentation qu'on va manger, elle va être meilleure pour la santé. Mais c'est lié, par exemple, au fait que on puisse avoir des solutions de financement et d'assurance qui permettent aux agriculteurs de faire cette transformation-là, ce qui aujourd'hui n'est pas le cas. Et ça nécessite aussi un changement dans les modèles éducatifs, parce que c'est pas ce qui est enseigné à l'école, potentiellement. Donc, tout est complètement interconnecté. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision où tu comprends les interdépendances entre ces différents sujets et où tu vas pouvoir investir, du coup, en ayant ça en tête et en permettant à ces entreprises-là de réussir, parce que tu as investi dans d'autres sujets qui dénouent les nœuds à d'autres maillons de la chaîne de valeur et qui permettent de créer un effet d'entraînement. Du coup, c'est ce que j'allais dire. Quand vous dites que vous investissez dans la chaîne de valeur, alors déjà, vous avez cette réflexion holistique en amont. Ouais. Mais quand du coup, vous essayez, si je prends par exemple, alors Pebble, je crois qu'ils font du béton, Ouais, c'est tout à fait ça. C'était pas du tout l'exemple que j'ai développé après. Mais c'est pour ça que je rigole. C'est pas du tout de l'agriculture régénérative. Non, mais par exemple, enfin, c'est vrai que moi, c'était celui qui me venait à l'esprit. Je crois que tu les as cités, mais du coup, vous allez essayer d'investir aussi en amont et en aval, donc de la solution. D'accord. Donc, vous ne faites pas, comment dire, ces investissements peuvent être décalés dans le temps, mais vous allez toujours essayer d'investir autour de cette solution. Ok. Alors, Pebble, ce qui est vachement intéressant dans l'idée de chaîne de valeur, c'est que, donc, quand tu te dis la première des priorités que nous posent les scientifiques, c'est de restaurer les puits de carbone naturels, d'accord ? Et de leverager, en tout cas, les capacités de la nature à absorber l'activité humaine. Donc, il y a 4 puits de carbone naturels. Donc, il y a les sols, on en a parlé déjà. Tu as les arbres, donc toutes les forêts, etc. Tu as les océans et tu as les roches minérales. Les roches minérales, la plupart des gens d'habitude ne connaissent pas. Mais c'est à peu près 10% de la captation du CO2 naturellement, qui se fait naturellement tous les ans, et c'est vraiment c'est 80% du manteau terrestre, c'est des roches comme l'olivine ou le basalte, et quand tu les mets en contact avec l'air libre, en fait, il y a un phénomène d'absorption qui se fait, où le CO2 se minéralise et se carbonise à l'intérieur des roches. Comment tu peux restaurer cette Alors ça, c'est juste c'est naturel, donc là, effectivement, là, t'as pas grand-chose à faire. Par contre, on peut accélérer ça. Tu vois, et donc c'est plutôt là le côté comment est-ce que alors c'est quoi le bon mot en français pour leverage, pour comment on utilise cette capacité naturelle pour de manière un peu plus la démultiplier, exactement. Et donc ce que fait Pebble, c'est qu'en fait ils prennent ces roches là comme l'olivine et le basalte, tu les mous, donc en fait tu en fais de la poussière, donc tu augmentes ta surface au sol et donc ça devient beaucoup plus rapide parce que c'est un phénomène qui est très lent. Mais si tu démultiplies la surface, enfin la partie de la roche qui est en contact avec l'air, ben en fait, ça va beaucoup plus vite. Ils le mettent sous conditions de pression et chaleur qui accélèrent aussi la minéralisation et d'autres types de minéraux. Et en sortie de ça, tu as un nouveau type de matériau qui vient remplacer la pierre ponce, le clinker, dans la fabrication du ciment. Donc, c'est pas du ciment fini qui est en sortie de chaîne, c'est un des composants importants du ciment. Mais du coup, en bout de chaîne, ce que tu as, c'est du ciment qui stocke du CO2 dans le processus de fabrication et sur des centaines d'années, quoi, puisqu'après, c'est dans les bâtiments, etc.
au lieu d'en émettre lors du processus de fabrication. Et l'industrie du ciment, c'est 8% de toutes les émissions mondiales, quoi. Donc, c'est un gros truc. Et du coup, ça, c'est super aussi parce que tu viens toujours de la même idée. Tu viens en captation supplémentaire du CO2 grâce à des mécaniques complètement naturelles. Tu n'enlèves pas ce qui est capté avant, évidemment, et tu es en substitution dans un nouveau type de procédé et de production de process et de matériaux qui étaient très émetteurs dans le passé. Et là où donc c'est très en amont de la chaîne de valeur. Par contre, Pebble tout seul va pas transformer sa filière. Tu as besoin qu'il y ait des cimentiers qui utilisent le matériau, tu as besoin qu'il y ait des clients finaux qui l'achètent, Et donc, quand on a déployé on a une méthodologie qui justement permet d'aligner les intérêts économiques des entreprises avec l'intérêt de leur propre écosystème, leur chaîne de valeur, de la société et de la planète. Et quand on l'a déployé sur Pebble, on s'est rendu compte que le succès de l'entreprise dépendait du fait qu'on avait des alliés sur la chaîne de valeur aval. C'est-à-dire qu'on avait besoin d'un allié cimentier, on avait besoin de clients finaux qui se précommittent sur l'achat de ce matériau-là avant même qu'il y ait le financement de la première usine. Parce que c'est un peu la vallée de la mort dans le monde de la clean tech. Parce que c'est les fameux off-take agreements. Exactement. En fait, une boîte comme Pebble, là, clairement, pour passer à l'échelle, il va falloir faire des usines. Comment tu finances la première usine quand t'as pas un historique de production, des chiffres à apporter à ton banquier pour qu'il te fasse le prêt? Et donc là, j'imagine qu'il peut pas y avoir non plus que des investisseurs en capital risque. Exactement. Et donc, du coup, la question, c'est comment tu peux sécuriser le financement de la première usine au travers des off-take agreements. Et donc, ce qu'on a fait, c'est que quand on a lancé le tour de Series A l'année dernière, qui était un tour à 25 millions d'euros, on a délibérément été chercher des acteurs stratégiques qui étaient justement les acteurs de la chaîne de valeur aval, pour qu'ils investissent avec nous. Et en parallèle de ça, on a prénégocié les principaux termes des off-take agreements. Et donc, on a fait rentrer Holcim, qui est le premier cimentier européen, au capital de l'entreprise, et Amazon Climate Pledge, qui les deux se sont précomités sur de préachats de matériaux. Donc, Amazon avec l'idée d'utiliser le matériau Pebble pour la construction de leur data center européen. Et ça, c'est super parce que là, tu as un exemple de alignement de chaîne de valeur où on n'a pas investi dans Holcim et Amazon, mais par contre, ils sont alignés avec nous en intérêt pour faire en sorte que Pebble fonctionne. Donc, c'est l'alignement sur la chaîne de valeur. Il est à la fois dans ce dans quoi on va investir, mais dans le type de partenariat qu'on va nouer avec notre propre écosystème. Que ce soit nos investisseurs à nous, dans le fond, ou que ce soit les investisseurs des boîtes. Donc, quand tu parles de votre méthodologie, c'est ça, Ouais. OK. C'est vraiment une méthodologie. On a toujours cette logique d'alignement. Comment on aligne toutes les parties prenantes de l'entreprise et son écosystème pour que ce soit un succès pour tout le monde sur le long terme. Voilà, intéressant. Et du coup, ça m'amène à cette question parce que, alors, 2050, vous êtes un fonds un peu particulier. Vous êtes un fonds evergreen. Oui. Et du coup, là, tu mentionnais le fait d'aller construire des usines. Alors, il y a la question du financement, mais il y a aussi la question que ça prend pour avoir du cycle de développement, d'être rentable. Et que donc, dans un fonds classique, à horizon 5-10 ans, tu laisses pas le temps à ces entreprises de se développer. Donc, voilà, pour toi, la structure evergreen, c'est une réponse à ces problèmes de cycle trop court de développement qu'imposent d'autres fonds plus classiques. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça, c'est-à-dire que c'est mon expérience, mais c'est aussi quand tu vois la première vague de clean tech. En fait, il y a une étude du MIT que je recommande à tous ceux qui s'intéressent justement sur est-ce que le produit fonds fermé classique de capital risque est adapté au financement de la transformation durable, qui montre bien que en fait, ce n'est pas adapté, notamment à cause de cette question de duration. Donc oui, donc nous, on a fait un fonds ouvert dans le temps pour plusieurs raisons. La première, c'est que si tu veux, pour des boîtes comme Pebble, laisser le temps qui se développent jusqu'au bout de leur potentiel, en fait, t'as pas la capacité sur un fonds classique. Aussi parce que ça limite les effets vintage. En fait, en gérant des fonds fermés, t'es très dépendant de quand est-ce que tu lèves, quand est-ce que tu dois sortir. En fait, tu obères les
les perspectives beaucoup la liberté des entrepreneurs que tu finances, et ça crée des dépendances à des cycles de marché que tu maîtrises absolument pas, en fait. Alors que là, c'est un modèle qui est beaucoup plus résilient aussi pour les investisseurs. Par contre, ça nécessite du coup de penser ton produit différemment. Tu peux pas être comme dans un fonds classique de capital risque où tu dis aux investisseurs, vous mettez de l'argent au début et puis on vous le rend quand ça sort. Parce que là, s'ils savent pas quand ça sort et que tu es sur un fonds à 99 ans, Oui, c'est une énorme contrainte. c'est pas possible en fait. Et donc du coup, ça nécessite de repenser pas uniquement l'alignement d'intérêt des gérants avec les entrepreneurs du fonds, mais aussi avec les investisseurs. Et donc, ce qu'on a créé, nous, c'est un produit hybride où on manage la liquidité de manière à ce qu'au bout de t'attends 5 ans, mais au bout de la 6e année, tu as un rendement annuel tous les ans qui arrive, en fait, et qui te permet d'être plus patient. Donc, on gère, on s'est mis en responsabilité de gérer la liquidité pour nos investisseurs, qui repose à la fois sur le fait qu'on ait toujours une poche de liquidité, mais aussi qu'on a un portefeuille qui est multistade de développement, donc les boîtes sortent pas, il doit y avoir un renouvellement des cycles qui fait... Il y a un temps minimum de durée pour les investisseurs. Alors, tu as, oui, sur les 5 premières années du fonds, en fait, il y a un lock-up, de manière à ce qu'on crée la masse critique, etc. Donc, on met la mécanique de liquidité en place à partir de l'année 6, qui va arriver en 2027, quoi. Et pour les nouveaux... et puis à partir de là, on a mis en place cette mécanique de liquidité. Pour ceux qui arrivent après, ils pourraient bénéficier de la liquidité tout de suite. Après, pour être toujours dans cette logique où où on aimerait quand même que les gens restent là sur un certain temps et qu'il n'y ait pas de spéculation, on a mis en place une petite taxe qui réduit sur les 5 ans, de manière à ce que tu sois toujours incentivé ou sur les premières 5 années, tu restes dans le fonds. Et après, tu peux prendre toutes les options de liquidité, quoi. Et donc, ça repose sur 5% du fonds qui est distribué tous les ans. En fait, c'est du rachat d'actions, mais bon, c'est techniquement ça. Et 25% de toutes les sorties qu'on fait tous les ans, pareil, qui est rendu aux investisseurs. Donc, on a vraiment cette logique où ton argent travaille et c'est ça qui te permet de rester plus longtemps. Ok. Voilà. Donc, c'est ça l'idée. Et après, évidemment, en facilitant le secondaire pour les gens qui veulent sortir, etc. Mais l'équipe de gestion, et c'est ça une des grandes nouveautés, est en responsabilité de fournir de la liquidité régulière aux investisseurs du fonds. Je suis claire ou pas? Oui, c'est clair. C'est technique, mais c'est clair. Il faut plutôt le voir comme un système de dividendes. Ouais, d'accord. C'est-à-dire que ton argent commence à rapporter des dividendes au bout de 5 ans. Voilà. Et sauf que c'est du rachat d'actions, hein, donc, mais quand tu te projettes, en gros, nous, les hypothèses qu'on fait, notre directeur financier vient d'un hedge fund, donc il a fait des chaînes de Markov, des machins, des hypothèses, le truc est super sophistiqué, et on l'a stress testé, comme on dit dans la finance de marché, avec une centaine de scénarios, au cas où le marché va pas bien, au cas où ci, au cas où ça, machin et tout. En moyenne, ce qu'on voit dans nos hypothèses, c'est que si tu prends tout ce que l'équipe de gestion va t'offrir comme possibilité de sortie, en fait, de liquidité, au bout de 10 ans, en gros, tu récupères ton argent. Et au bout de 15 ans, tu récupères 2 fois ton argent. Et il te reste 30% de tes actions dans le fonds. Et ça, c'est sans prendre de secondaire à côté, en fait. Évidemment, c'est fondé sur notre historique de performance, donc c'est fondé sur le passé parce qu'on ne sait pas simuler autrement. Il faut que Sana est obligé de modéliser sur quelque chose, donc ça peut pas être garanti. On ne sait pas ce que les marchés vont devenir demain, etc. Mais en tout cas, dans nos simulations, c'est ça en moyenne qu'on obtient. Et donc, c'est ça la logique, c'est que tu récupères régulièrement, ce qui te permet de garder longtemps et d'avoir ça plutôt que d'un truc un peu irrégulier où tu rentres et puis tu attends longtemps et puis après, tu sais pas quand ça sort. Ok. Très clair, du coup, pour la partie investisseur et pour la partie, pour les entreprises que vous avez dans votre portefeuille. Ouais. Comment ça se passe quand, si vous voulez revendre une entreprise? Ouais. Alors, la logique aussi, elle est plus douce, on va dire, parce que comme on est evergreen, le but du jeu, c'est d'accompagner les boîtes dans le temps, à condition qu'on reste aligné, voilà. Mais et donc de pouvoir participer, pas uniquement si on est early stage autour de C, des séries A, ou alors si on est late stage autour de série C, et puis c'est tout série C, série D, mais sur toute la chaîne.
Donc de monter ta participation d'un temps. Donc par exemple, on a co-leadé Sweep, leur tour d'amorçage, mais on a aussi participé au tour de Series A, au tour de Series B. Pareil sur Paybel, on a participé au tour on a leadé le tour de Seed et on a participé au tour de Series A. Et le but du jeu, c'est de continuer à soutenir les boîtes. C'est ça qui fait qu'on peut rester au board et donc actif. Mais dans le temps, quand la boîte atteindra un certain niveau de maturité, on revendra partiellement. Tu vois, l'idée, c'est aussi d'être en désinvestissement partiel. Il n'y a pas de raison qu'on force la vente d'un coup. Et c'est ça qui te permet aussi d'avoir des retours réguliers sur la liquidité et de continuer à rester actif et de pas tout vendre d'un coup, quoi. Donc, le but, dans un monde idéal, tu montes ta participation d'un temps où tu la tiens en restant un peu au même niveau. Et puis après, tu décroît dans le temps. Voilà. Après, c'est pas nous qui décidons tout seuls. Tu vois, donc si la boîte veut se vendre aussi, il y a d'autres investisseurs financiers qui poussent à un niveau tel que la boîte doit être revendue. Bon, on peut pas, on n'a pas, tout le marché ne fonctionne pas comme nous. Mais en tout cas, ça laisse la latitude de pouvoir même continuer à rester actionnaire quand la boîte est en bourse ou ce genre de choses. Et donc d'apporter une vraie stabilité aux entreprises qu'on finance et une continuité dans la gouvernance. Pour garder l'alignement à la fois long terme et la résolution des tensions court terme, quoi. Ok, hyper intéressant. Et alors, sur la création d'un fonds Evergreen, alors c'est peut-être un peu naïf comme question, mais est-ce que c'est plus difficile de créer un fonds Evergreen qu'un fonds classique? Est-ce que les barrières à l'entrée sont les mêmes? C'est beaucoup plus dur. Ok. C'est beaucoup plus dur parce que en fait, c'est un problème de la manière dont le marché de la finance est structuré. Quand je disais, tu sais, on prend des décisions par rapport à ce qui a marché dans le passé. Bon, c'est pas uniquement le monde du capitalisme, c'est le monde de la finance de manière générale. On te demande toujours ton track record. Voilà. Donc, la manière dont ça se traduit dans comment le monde de la finance est structuré, c'est que on parle souvent d'asset manager. Tu vois, c'est les grands asset managers, c'est les grands investisseurs institutionnels. Et ce qu'ils font, c'est qu'ils allouent sur des classes d'actifs. D'accord? Donc, ils ont des mandats. Toutes les équipes d'investissement ont des mandats pour dire, cette année, tu déploies tant sur telle classe d'actifs, sur la classe d'actifs capital risque, c'est ça. Ils ont des mandats. Mais il n'y a pas de mandat sur des fonds, sur des nouveaux produits financiers innovants pour financer la transformation durable. Donc, tu n'as personne qui regarde pour investir dans ces produits-là, alors que toute l'industrie regarde pour investir dans des produits déjà existants. Tu vois le truc? Et donc, en fait, c'est beaucoup plus dur de lever de l'argent dans un fonds Evergreen. Aujourd'hui, moi, je pense que ça va changer, justement pour les raisons dont on parle, parce que on voit bien, en fait, que le produit capital risque historique, il a été fait pour la transformation digitale. Mais il n'est pas adapté à mon sens et il y a des meilleurs produits qu'on peut proposer pour aller chercher le meilleur de la transformation durable. Mais le shift n'a pas encore été fait, il n'y a pas encore de classe d'actifs qui a été créée, qui est labellisée, où on peut montrer que ça fonctionne, donc il faut créer le pattern. Voilà. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que, et ce dont je me rends compte là, c'est que autant on est habitué à parler à nos entrepreneurs et nous, on a monté 2050 et le produit 2050 sur toute cette expérience de discussion avec les entrepreneurs qui voient ça comme un problème. Le fait que, en tout cas, ceux qu'on finance nous qui ont des visions long terme, le fait que tu dois que tu aies des liquidités sur des temporalités qui sont pas suffisamment longues pour eux et qui souvent forcent une exit complète ou une introduction en bourse qui implique des changements très court-termistes dans la manière dont tu gères ta boîte, etc. C'est pas le monde idéal pour eux du tout, quoi. Et donc, du coup, le fait d'avoir façonné un produit qui a un product market fit incroyable pour les entrepreneurs. Enfin, je veux dire, nous, on nous a jamais refusé un tour de table, en fait. Tu vois, c'est des entrepreneurs, ils sont en attente d'investisseurs comme nous qui arrivent et qui aient cette vision-là, qui peuvent apporter cet alignement, qui le portent au board, qui comprennent, qui en plus ont une compréhension fine des problématiques qui sous-tendent, qui sont en lien avec la recherche. Non, mais tu vois, tu as une vraie proposition de valeur pour tes entrepreneurs. Et en fait, ce dialogue-là avec les LP n'existe pas.
C'est-à-dire que le dialogue de comment on crée un produit qui non seulement correspond aux meilleurs intérêts des entrepreneurs, mais qui aligne aussi avec nous notre chaîne de valeur aval, qui sont les investisseurs de nos fonds, avec un dialogue de c'est quoi le meilleur product market fit ou finance market fit pour eux, eh bien en fait, on est en train de le créer. Et ça, c'est super intéressant. Parce que tu vois, par exemple, nous, le produit 2050, je t'ai dit, il y a 2 jambes de liquidité. Il y a la partie 5% du fonds qu'on dédie à la rédemption tous les ans et qui est plus basée sur la manière dont on gère le fonds, avec une partie du fonds qui investit que dans des actifs liquides, etc. Bon. Mais l'autre partie, qui est la deuxième jambe, où on reverse 25%, on remet dans cette poche-là des liquidités, 25% de toutes les sorties qu'on fait, ça a été... c'était pas là au début. C'est quelque chose qu'on a initié et implémenté dans le fond en discutant avec nos propres investisseurs ou dans le cadre de la veille de fonds avec des investisseurs potentiels qui nous disaient il faut qu'on ait un niveau de liquidité porté par les gérants qui soit supérieur parce qu'aujourd'hui ça c'est pas quelque chose qui peut rentrer dans nos attentes en fait. Et donc ça c'est une discussion super fructueuse et super fertile pour aligner toute la chaîne de valeur. Et c'est cette discussion-là qui est en train d'avoir lieu, de manière à ce qu'on puisse réellement ouvrir beaucoup plus de potentiel au niveau des investisseurs institutionnels. Et donc c'est un super moment parce que on est à un moment où moi il y a beaucoup d'investisseurs institutionnels à qui je parle qui me disent pour investir dans le climat, on sait bien, tu vois, et même des fois qui du coup n'investissent pas dans le climat parce qu'ils ne trouvent pas de produits adaptés, mais qui ont besoin d'un peu plus d'exemples. Et donc, ce qui est bien dans un fonds evergreen, c'est que tu crées le portefeuille. Les gens qui investissent aujourd'hui dans 2050, ils deviennent investisseurs indirectement dans Sweep, dans Payable, dans Benebono, qui est une des boîtes agri-régénératives qu'on a fait, etc. Tu vois. Et donc, du coup, ça te donne beaucoup plus on avance, plus tu crées la confiance. Et plus tu vas pouvoir aller permettre à ces investisseurs institutionnels-là d'ouvrir le débat en interne aussi et de nous nourrir, nous, sur comment faire un produit qui corresponde le mieux possible à leurs attentes. Donc, une dernière innovation, par exemple, qui a eu lieu là au sein de 2050 et qui est liée à la discussion avec nos propres investisseurs ou avec les investisseurs potentiels à qui on parle, c'est l'idée de pouvoir potentiellement flécher une partie de ton argent sur les thématiques qui t'intéressent à l'intérieur de 2050. Ok. Tu vois? Et ça, c'est super parce que ça veut dire que quand tu as des investisseurs corporate stratégiques qui, eux, veulent plutôt financer la transformation de leur propre chaîne de valeur, et nous, on en a besoin d'avoir ces relations stratégiques avec eux parce que de la même manière qu'un Payable, il a besoin d'avoir des accords forts avec les gros de son secteur, c'est un peu la même chose pour toutes nos startups, en fait. Dans la transfo durable, tu as besoin que les gros bougent aussi. Ils font partie de ta chaîne de valeur. Et donc, créer ces alliances-là et les penser ensemble au travers d'un outil comme 2050 qui peut être ton bras armé d'investissement dans l'innovation de ta filière, c'est super intéressant. Donc, tu arrives à des discussions vraiment stratégiques avec tes investisseurs sur comment tu peux nouer ces nouveaux types de relations, quoi. Et c'est passionnant. Et est-ce que tu constates que... alors moi, j'ai pas forcément la vision de est-ce qu'il existe encore déjà beaucoup de fonds evergreen sur le marché, en tout cas en France. Est-ce que tu as l'impression que votre modèle commence à un peu inspirer d'autres modèles de fonds qui se créent et qui, au début, n'auraient pas nécessairement eu la volonté d'être evergreen et qui, en fait, se rendent compte que ça peut marcher et c'est pas seulement ça peut marcher, c'est en fait, il faut prendre cette direction. Exactement. On a déjà 2 gérants qui nous ont dit, en fait, on l'a fait grâce à vous, tu vois, et qui nous avaient demandé. Ouais. Mais en fait, j'ai beaucoup de gérants de fonds, notamment, il y a beaucoup de fonds climat dans les pays nordiques qui se sont montés, qui sont des anciens entrepreneurs, typiquement Pale Blue Dot, ou le fonds du fondateur de Unity, Transition Climate. Le fonds de Supercell, le fondateur de Supercell, Ilkka, qui est finlandais et qui a un fonds qui s'appelle Illusion Ventures. Donc, il y a beaucoup de fonds, c'est des anciens entrepreneurs, ou alors il y avait Ainu en Allemagne, et qui m'ont tous dit, nous, si on pouvait faire un fonds evergreen, on le ferait.
Mais comme on n'a pas le track record d'investisseur parce qu'on est des entrepreneurs à la base, tu peux pas arriver sans track record perso et sans track record sur le produit. C'est déjà dur d'arriver sans un track record sur un fonds classique. Et voilà. Donc en fait, ils nous ont tous dit, et ça c'est tu vois, une fois que le modèle il est prouvé, prouvez-le comme ça. Nous après on peut suivre. Et dans toute la logique de ce qu'on fait, il y a une vraie logique de partage et de commun. Parce que le but du jeu, c'est pas que nous, on comprenne, qu'on soit plus intelligent, ou que le but du jeu, c'est de créer un effet catalytique. Parce que tu peux pas avoir raison tout seul, hein. Donc, il faut vraiment, de la même manière que Musk, à l'époque, dire, a quand même fait quelque chose de bien, qui était d'ouvrir tous les brevets de Tesla, en fait, en mode open source. Allez-y, les amis, utilisez-les et avancez pour l'électrification du secteur de l'industrie automobile parce qu'on est tous alliés pour faire bouger cette chaîne de valeur-là, en fait. Et notre véritable concurrence, c'est les voitures thermiques. Tu vois, donc il avait créé un effet un peu catalytique, écosystémique. Nous, on a la même logique qui est de se dire, on a besoin, dès qu'on comprend un truc, de le partager, de manière à ce que les autres s'en saisissent s'ils pensent que c'est une bonne idée, évidemment, et qu'on puisse être en coalition beaucoup plus forte, en fait, pour faire avancer toutes ces boîtes-là, en fait. Et donc oui, la réponse est oui. On a déjà inspiré des gens. Il y a beaucoup de gens qui regardent ce qu'on fait en nous disant, vous êtes les pionniers, avancez, et nous... une fois que on peut pas le faire parce que on n'a pas le track record que vous avez et parce que mais on est vraiment preneur de tout ce que vous comprenez pour pouvoir après nous s'en saisir en fait. Et c'est super. C'est super. Et moi ce que j'adore dans ce que je fais, c'est qu'il y a une vraie coopération avec pas uniquement les entrepreneurs du climat, etc., mais les investisseurs, hein. Il y a un vrai niveau de partage, de collaboration qui est parce qu'on sait que ce qu'on fait, en fait, qu'on n'a pas beaucoup de temps, qu'il faut y aller en force et que la collaboration maintenant est la vraie arme de succès dans cette transformation durable. Alors, on a pas mal parlé du coup du fonds Evergreen. Aussi un peu de cette notion de commun. T'es pas rentré énormément dans le détail, mais on l'a un peu abordé. Et alors, moi, j'avais une autre thématique que j'avais envie d'amener. C'était celle de... alors, effectivement, alors, comment est-ce qu'on réconcilie impact et profit? Vaste question. Mais surtout, comment est-ce qu'on va financer des entreprises qui n'ont pas forcément... alors une rentabilité énorme d'un point de vue financier, mais qui ont une rentabilité d'un point de vue impact environnemental pour la restauration de nos écosystèmes, qu'ils soient marins, terrestres, etc. Et aujourd'hui, on le sait, plus de 50%, 60% quasiment de notre PIB mondial dépend de la nature et des services qu'elle nous rend. Donc, on a quand même intérêt à un moment donné à aller investir dans ces entreprises qui restaurent notre environnement. Mais bon, voilà, encore une fois, qui sont pas adaptées forcément au modèle du capital risque parce qu'elles n'amènent pas l'investissement financier. Voilà, qu'est-ce que tu en penses? Quelles sont les solutions aujourd'hui? Alors, je dirais qu'il y a, en fait, il y a 3 angles à cette question. Il y a un premier angle qui est comment tu peux mesurer l'impact. Parce que en fait, pour pouvoir dire, en fait, pourquoi nous on démarre de la science? Parce que c'est la science qui nous dit, typiquement, d'abord faut aller financer la restauration des sols, les trucs, parce que tout dépend de ça. Et ce qui est hyper intéressant maintenant, ce qui est en train de se passer, c'est que ça commence à être quantifié. C'est-à-dire que l'impact de ne pas le faire commence à être quantifié. Donc, il y a eu 2 études que je t'invite à regarder, qui sont, tu l'as peut-être vu parce que tu as dit 50% du PIB est à risque, hein, et donc ça vient peut-être, en tout cas si on a la même source, d'une étude des actuaires britanniques qui vient de sortir en janvier 2025 là,
Et ils ont regardé, donc c'est des actuaires, c'est pas des rigolos, hein, ils ont fait tous les trucs assurantiels, machin, etc. Et ils se rendent compte que à cause des risques liés à la, je sais pas comment on peut dire ça, mais à tout l'impact que l'homme, l'activité humaine est en train À la détérioration de l'environnement. de l'environnement, tu as 50% du PIB mondial qui va collapser, en tout cas qui a risque de collapser d'ici 2070-2090. Donc c'est un horizon trop loin pour faire réagir les gens, mais c'est quand même la moitié de l'économie mondiale, quoi. Et tu as une autre étude qui est là, on regarde beaucoup les océans et qui est sortie sur les océans, qui a été financée par effectuée par WWF, Métabolique et Aura, et qui montre que rien que sur les océans, tu as 8,5 trillions de dollars qui sont à risque de partir en fumée dans les 15 prochaines années. Et c'est 2/3 des entreprises cotées qui vont être atteintes à cause de ce qui est en train de se passer dans les océans, si on ne fait rien. Et que ce chiffre-là peut être réduit à 3 trillions, j'ai jamais la traduction, donc on va dire trillions de dollars. Voilà, beaucoup d'argent. Donc on peut quand même s'épargner, si on investit dans les solutions pour les océans, etc., etc. Donc il y a un impact environnemental. Aujourd'hui, il y a plusieurs choses. Il y a comment on sait ce qu'il faut vraiment faire. Et c'est pour ça que, voilà. Il y a 2, comment est-ce qu'on peut mesurer l'impact environnemental et les progrès qu'on fait et la valeur sociétale qu'on a. Donc ça, c'est quelque chose qu'on a beaucoup regardé. Aujourd'hui, nous, ce qu'on fait pour essayer d'être au plus juste là-dessus, c'est qu'on fait 2 choses. La première, c'est qu'on travaille avec le Stockholm Resilience Center, qui est ceux qui ont les premiers sorti les limites planétaires. Et ils ont travaillé derrière pour savoir quels étaient les bons indicateurs qui te permettaient de mesurer ton empreinte sur toutes les limites planétaires. D'accord? Ils appellent ça les Essential Environmental Impact Variables. Est-ce que tu as des exemples? Ah oui, c'est très simple en fait. Le concept est très simple et c'est pas du tout ce qui est demandé par la réglementation. Donc comme quoi, tu vois, la manière dont tu mesures ton impact environnemental est extrêmement importante. C'est que ce qu'ils disent, il faut que tu saches la géolocalisation de tes activités, la surface au sol ou sur les océans, la surface de ton aquaculture, etc. Donc la surface utilisée par l'activité, sa nature, c'est quoi qu'est-ce que tu y fais, le volume d'entrants que tu ajoutes ou le volume que tu extrais et ce qui est produit à ce niveau-là. Si tu sais ça, donc globalement, c'est très simple à comprendre, hein, c'est qu'est-ce que tu fais exactement physiquement et à un endroit donné et dans tous les endroits sur lesquels tu agis. Voilà. Et en fait, si tu, par exemple, crées une nouvelle usine au fin fond de l'Amazonie versus dans un endroit où la biodiversité est moindre et où tu as déjà une artificialisation des sols, il n'y a pas de pression hydrique, ou etc., ça n'a pas du tout le même impact environnemental. Donc, on comprend bien l'idée, quoi. Voilà. Donc, ça, c'est c'est là où je parle d'impact environnemental, de regarder ce qui compte vraiment. Il faut aller regarder l'activité réelle, en fait, de ce qu'on fait sur la nature. Donc, l'impact direct. L'impact direct. Et évidemment, c'est Scope 3. Donc, c'est là où ça devient un déficit. C'est qu'il faut que tu puisses comprendre ton impact par rapport à tout ce qui transite par là. Voilà. Donc, ça ne te permet pas d'avoir une vision simple. Ça te permet de piloter en tant que chef d'entreprise, de te dire, est-ce que je vais dans la bonne direction et est-ce que je prends, comment je réduis mon impact environnemental global. Mais comment, d'un point de vue financier, tu peux te dire, cette boîte-là, au global, elle a un impact net positif ou machin. Et donc, pour cette partie-là qui est plus un benchmark et une vision holistique de ton impact, on utilise une plateforme finlandaise qui s'appelle Upright, que je recommande vraiment. Et en fait, c'est une plateforme de données qui a été donc fondée par une ancienne consultante de McKinsey qui a fait ça il y a 8 ans. Ça fait 8 ans qu'elle bosse sur le truc. Et elle a décomposé toutes les chaînes de valeur en produits et services et en liant chacun de ces produits et services à la littérature scientifique qui te dit si ce produit ou ce service a un impact positif ou négatif au global, donc sur des dimensions sociales et environnementales. Et après, elle a reparcouru toute la littérature scientifique et les données publiques, etc., pour savoir si on pouvait lier aussi cet impact environnemental trouvé
à le quantifier à combien ça coûte à la société ou combien ça rapporte à la société. D'accord? Donc, il y a 2 limites. La première, c'est que c'est limité aux avancées de la science. Donc, s'il n'y a pas une étude scientifique qui te dit que Instagram a un effet négatif sur la santé mentale, s'il n'y a pas une autre étude qui dit et cet impact négatif, il coûte tant à la sécurité sociale, c'est pas dans le modèle. D'accord? Donc, c'est limité au progrès de la science et c'est limité aussi au fait à ce que tu as pu quantifier en euros. Tu vois, donc il y a quand même une limite qui est de se dire tout peut être valorisé monétairement. Par contre, il y a une grande vertu à ce qu'ils font, c'est que tout le monde est mesuré à l'aune dans le même framework. C'est un framework qui est sourcé scientifiquement, donc qui est le plus, le plus tangible possible et le plus étayé possible. Et tout le monde est logé à la même enseigne. Et au global, tu arrives à savoir quelle est la mesure de ton impact net. Est-ce qu'il est positif ou négatif? Donc, un Pebble, par exemple, va sur la plateforme. Alors, j'ai pas les derniers chiffres, mais l'année dernière, il était à plus 74% d'impact positif, là où un Holcim était à moins 90%. Donc, ça te permet de piloter, voilà. Donc, tout ça pour dire que il nous faut, pour qu'on puisse même prendre ces décisions-là, pouvoir avoir des mesures qui te permettent de prendre des décisions. Quand tu dis, est-ce que c'est quoi ton arbitrage? Ok, mais comment tu mesures ton impact? Comment qu'est-ce que tu mets dans ton algorithme de décision, en fait? Il n'y a pas de progrès sans mesure. Il n'y a pas de progrès sans mesure. Et donc, c'est pour ça que nous, on s'est d'abord outillés pour prendre ces décisions-là. Après, il y a une autre question qui est que dans le monde de la finance actuelle, on croit toujours que l'impact est un coût à la performance financière. Mon analyse de pourquoi c'est comme ça, en fait, c'est parce que la finance se modélise avec des mathématiques. Et les maths, tu peux optimiser sur une dimension. Tu peux pas optimiser sur 2 dimensions en même temps. Donc, ils ne savent pas modéliser quelque chose qu'on voit très couramment dans la nature, qui est que quand tu es dans un écosystème vertueux, l'écosystème te fournit plus de services, donc toi, tu vas mieux, et donc tu peux plus donner à ton écosystème, et tu as des logiques biologiques qui sont gagnant-gagnantes. Tu vois, donc l'idée qui, nous, notre idée profonde d'aligner la chaîne de valeur, comme ça bénéficie à tout le monde et ça te bénéficie à toi plus. Et donc, tu peux créer des dynamiques de démultiplication de la valeur et aller au-delà d'un partage du gâteau compétitif, à pas faire grandir le gâteau ensemble, en fait. Et donc, c'est ça ce qu'on essaye de faire, plutôt dans une logique biologique que dans une logique mathématique d'optimisation sur une des 2 dimensions, quoi. Voilà. Est-ce que ça va prouver dans le temps montrer qu'en fait c'était beaucoup plus intéressant d'investir dans des entreprises alignées que dans des entreprises désalignées? Moi, c'est ma conviction. Aussi parce que quand tu es dans cette logique-là, de t'aligner avec ton écosystème, la société, la planète, en fait, tu es en dérisking complet. C'est-à-dire que si tu mesures ton impact environnemental, tu essaies de le diminuer, etc., tu laisses moins de prise, en fait, à des dépendances sur des ressources naturelles qui vont être en extinction. Tu vas être en optimisation, en frugalité, donc tu vas économiser des coûts, donc tu vas être plus performant économiquement. Donc, en réalité, ce dont on se rend compte en appliquant cette méthodologie d'alignement à l'intérieur des entreprises, c'est que c'est aussi une manière de limiter leurs risques. En faisant rentrer Holcim et Amazon et en ayant en avance de phase des off-take agreements, on dérisque le financement de la première usine de Pebble. Pourquoi? Parce qu'on a aligné les intérêts de l'ensemble de l'écosystème. Et donc, je pense que la solution, et aujourd'hui, je peux pas te dire avec des chiffres, on l'a démontré, etc., mais que cette solution qui est de se dire en alliant impact et profit, en fait, on va créer des entreprises qui, in fine, seront, pour moi, c'est in fine, ça va permettre d'avoir un super couple risque-rendement. Voilà. Parce qu'on aura créé des effets démultiplicateurs de valeur à l'intérieur d'un écosystème qui est soudé. Et parce que, en faisant ça, on aura dérisqué beaucoup des risques intrinsèques à l'entreprise, que ce soit d'aligner l'équipe, que ce soit d'aligner ton modèle économique avec celui de tes partenaires et donc de les renforcer eux-mêmes et donc d'être dans un écosystème en meilleure santé, ou que ce soit parce que tu laisses moins de prise à des risques naturels ou à des risques sociaux.
Et est-ce que aussi un des leviers pour financer des projets qui sont peut-être moins rentables, ça pourrait être de créer alors qu'on a les crédits carbone, avoir des biodiversités crédits, je sais pas si on va le dire comme ça, mais Tu as tout à fait raison. En fait, tu vois là, on regarde beaucoup les océans. oui, il existe d'ailleurs des blue Alors, il existe des Blue Carbon, mais tu vois, on a financé une boîte qui fait la restauration de récifs coralliens et qui a trouvé un modèle économique autour de la restauration des récifs coralliens. Parce qu'en réalité, ça te permet de préserver une pêche parce que ça crée des écosystèmes marins, donc les poissons ils peuvent venir et se nicher. Ça permet d'être une barrière aux tempêtes, qui est beaucoup plus efficace que les coraux artificiels, etc. Donc tout le monde a intérêt en fait à ce que les récifs coralliens existent. Donc ils ont des contrats en millions d'euros avec l'Arabie Saoudite ou avec aux Bahamas des autorités portuaires, etc. Donc tu as Coral Vita, en fait, l'impact, il est sur la biodive. Il n'est pas sur le carbone. Et eux ne peuvent pas, du coup, avoir dans leur modèle économique le kicker qui permet à un Pebble d'être compétitif par rapport à du ciment classique. Le kicker qui lui permet d'être compétitif, c'est les crédits carbone. Tu vois, et donc le fait qu'il n'y ait pas de crédit biodiversité est un vrai problème, par exemple pour le financement de la blue economy, pour arriver à des modèles économiques qui puissent être au niveau de rentabilité escompté par la finance privée. Donc la solution temporaire de ça, ou la solution d'attente, c'est que tu te rends compte que pour pouvoir bien investir dans l'océan, il faut faire ce qu'on appelle la blended finance, c'est-à-dire que tu sais mélanger dans le financement des entreprises évidemment de la dette et de l'equity comme un Pebble, mais aussi de la philanthropie et aussi des grants, en fait. Et donc, la connaissance des différents acteurs qui sont en capacité de financer ce type de solution est super importante. Et Coral Vita, par exemple, ils ont eu 1 million d'euros de subventions, ils ont gagné le prix du Prince William, je sais pas quoi. Enfin, tu vois, donc il y a à la fois, il y a vraiment une manière de financer ces entreprises qui doit permettre aussi de compenser ça et la compréhension et la collaboration avec d'autres types d'acteurs financiers est super importante pour le faire, notamment philanthropiques. Et du coup, il y a déjà des mécanismes qui sont structurés. C'est peut-être un peu abstrait ma question, mais tu vois, de la même manière que les off-take agreements, c'est quelque chose de nouveau qui est en train de se structurer. Sur la blended finance, ça Complètement existe déjà ou c'est en cours ou pareil? Est-ce que vous êtes assez cas d'école et leader sur ce sujet? Alors, ça existe déjà. On fait partie donc, tu parlais des communs. Génial, je suis contente de plus l'aborder. Donc, une des caractéristiques du fonds 2050, c'est de pouvoir financer donc la bascule de chaîne de valeur en finançant des entreprises tout au long de la chaîne de valeur. Mais on s'est rendu compte, et c'est ce qui avait présidé à la création de France Digital, que il y a des nœuds systémiques dans chaque secteur qui empêchent les secteurs de grandir. Donc France Digital, c'était le manque de talents digitaux en Europe, le manque de capital croissance en Europe, des problèmes réglementaires ou de la friction réglementaire sur le digital single market, etc., etc. Et en fait, quand on avait monté France Digital, j'ai vu la puissance de se mettre en écosystème et de travailler ces nœuds systémiques pour les lever et permettre de démultiplier la croissance des écosystèmes, en fait. Et nous, on a appliqué exactement cette même recette au cœur de 2050 en se disant il faut qu'on ait une capacité à financer des initiatives qui unlock, qui dénouent ces nœuds systémiques. Et le premier d'entre eux, c'est la connaissance. Donc, tout ce qu'on fait, pourquoi est-ce qu'on a coécrit ce cours climat avec l'Université Paris-Dauphine? Pourquoi là, on vient de faire la même chose sur les océans, toujours avec Dauphine, mais aussi avec le Stockholm Resilience Center et avec l'Université de Colombie-Britannique, qui est parmi les plus éminents sur les sujets Ocean and Fisheries dans le monde, il y a les premiers chercheurs qui ont compté les poissons dans l'eau et qui ont dit, il n'y en a plus. On a un problème, il n'y a plus de poissons dans l'eau. Donc, c'est à UBC, à Vancouver, que ça s'est passé. Et ils se sont tous mis d'accord sur un cours introductif sur les océans, de ce qu'il faut savoir avant de pouvoir commencer à investir dans les océans, parce que c'est tellement interconnecté que c'est super facile, en voulant régler un problème là, d'en créer un autre là. Voilà.
Et donc, du coup, on a fait ce cours-là, mais on en fait une plateforme d'information à destination des investisseurs qui, d'une part, montre pourquoi il faut agir d'un point de vue environnemental et social, mais aussi d'un point de vue économique. Je te parlais d'études sur la value at risk financées par Aura. Donc ça va être en grande présence. Quelles sont les opportunités et les solutions à financer? D'avoir une cartographie, donc un map de tous les acteurs de cet écosystème-là, qui montre aussi les market gaps, donc là où il n'y a pas. Donc, qui est vraiment une partie très data, IA, de où sont les différentes solutions, quelles sont celles qui existent, qui les a financées, comment est-ce que je peux trouver les fonds qui financent tel ou tel sujet dans l'océan, etc. De manière à ce que si tu veux y aller en tant qu'investisseur, tu sais soit trouver des solutions, soit trouver des fonds à financer. Et puis derrière, si tu veux toi-même le faire, des investment cases qui décrivent exactement des produits de blended finance. Et ça, on le fait avec une association qui s'appelle Aura, Ocean Risk and Resilience Action Alliance, qui justement, dont l'objectif est de promouvoir des produits innovants financiers pour financer les océans, qui intègrent ces différentes composantes. Donc, ils ont fait des fonds qui mélangent déjà des acteurs philanthropiques, dettes et pour la restauration d'écosystèmes marins, ou alors sur je sais plus ce qu'ils ont fait d'autres, mais enfin bon, donc il y a déjà plein d'exemples de ces projets-là et de ces produits-là, et qu'on va mettre en valeur et expliquer comment ça marche avec des interviews de ceux qui les ont mis en place, pourquoi ils ont fait comme ça, etc., pour que tout le monde puisse s'en saisir. Et ça, c'est un commun. C'est accessible à tout le monde. Ce qu'on veut, c'est que tout le monde comprenne pour qu'on soit plus à aller dans les océans, qu'on en fasse une vraie économie durable, et que tout ce qu'on sait, nous, les gens le comprennent aussi, quoi. Voilà. Mais c'est Aura qui travaille sur ces sujets-là le mieux et qui va avoir le plus de... Voilà. Et ça va être lancé à la DEF, donc le Blue Economy Finance Forum, qui va avoir lieu à Monaco le 7-8 juin. Je dis ça va être en principe, parce que c'est pas sûr et certain. Donc, si ça sort avant. Donc, l'idée serait que ce soit lancé à DEF. Et qui est juste avant la conférence des Nations Unies Sur les océans. Sur les océans, de UNOC, qui a lieu à Nice, juste après. Voilà. Et donc oui, il faut des nouveaux types de produits financiers. Il faut aussi des nouveaux produits assurantiels. Il y a notamment Score qui a lancé il y a pas longtemps un outil de réassurance pour toutes les initiatives de restauration des outils de restauration de la nature, qui s'appelle Restore. Donc, il y a des initiatives où, effectivement, il faut avoir en tête qu'on doit utiliser toutes ces différentes composantes. Donc, c'est des produits qui, du coup, ça nécessite un peu plus de complexité, mais il n'y a que comme ça qu'on pourra avoir le bon niveau de rentabilité et de financement pour aller jusqu'au bout de l'ambition de ces projets et les porter. Ok. Écoutez, passionnant, Marie. J'aurais encore plein de questions pour toi, mais on approche de la fin de cet entretien, donc Je suis très bavarde, je sais, si j'ai... Je dois me limiter. Alors, moi, j'aime bien demander en fin d'entretien quels sont les conseils que tu donnerais à un investisseur qui veut se lancer dans l'investissement engagé. Alors, peut-être quels seraient les conseils que tu donnerais à quelqu'un qui lève un fonds pour la première fois, parce que c'est encore une autre difficulté, que toi, tu es passé par là. Ça va se jouer sur la confiance, vraiment. Donc, il faut d'abord aller convaincre les gens qui vous font le plus confiance. Et du coup, arriver à nouer ces dialogues de qu'est-ce qui leur plaît vraiment, c'est quoi la valeur pour eux, en fait, qui est pas une discussion qu'on a beaucoup. Quand je disais le côté product market fit avec les investisseurs, je pense que c'est important que ce dialogue-là, il se fasse. Et que du coup, on peaufine des produits à partir de ça aussi, quoi. Mais on va avoir besoin... On est dans un monde où il y a beaucoup de clarté maintenant. C'est-à-dire que ceux qui, sur les sujets climat, sustainability, etc., il n'y a plus besoin de faire semblant. Et donc, ceux qui veulent vraiment y aller, ils ont une vision, ils ont une conviction.
Et donc, ces nouveaux types de convictions partagées, de collaboration, vont être des dialogues qui sont plus simples en fait, parce que on ne les aura pas avec, on les aura avec des gens qui veulent vraiment faire les choses. Et donc, je pense que ça va être important de comprendre et d'identifier ceux qui partagent la vision de ce qu'on veut essayer ensemble et là où on veut aller. Et de, en revanche, toujours avoir en tête quand on investit dans ces sujets-là, à quel point c'est important de ne jamais perdre de vue la vision holistique pour ne pas créer des problèmes ailleurs, en voulant être de toute bonne foi en résolution d'un problème à un endroit qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc, je sais pas du tout si ça répond à ta question, mais je dirais il faut vraiment comprendre l'endroit où on veut aller, voir ceux qui veulent aller à cet endroit-là aussi, et de réfléchir ensemble à comment on y va le mieux possible. Alors, moi, j'ai demandé un peu aussi autour de moi quelles seraient les questions de mon entourage pour toi. Et alors, il y a une question qui est pas mal revenue, c'est demande à Marie une grande leçon apprise au regard de son parcours et de sa carrière. Est-ce qu'elle a une leçon ou un échec et les apprentissages qui sont ressortis de cet échec? Alors après, tout dépend de ce que chacun va accomplir. Moi, j'essaye d'être le plus aligné possible. Donc, je dirais mon parcours à moi d'apprentissage, c'est vraiment d'aller au plus juste de ce à quoi je crois, qui je suis, et ce que je, du coup, peux porter en puissance puisque je suis à ma place, en fait. Et donc, je dirais que la principale leçon, c'est que plus j'ai été dans cette dynamique-là, plus je suis. En fait, il faut entendre cette musique-là. C'est-à-dire que tout le monde me dit, tu vois, regarde Vincent ce qu'il a dit, j'ai pris des décisions courageuses, des choses comme ça. Moi, quand je repense à ces décisions, c'était pas des décisions. Je ne pouvais pas faire autrement, même physiquement en fait. Tu vois, je ne pouvais pas me nier. Et c'est mon corps qui me le hurlait à la face. Enfin, tu vois, c'était juste, ce n'était pas moi, en fait. Et donc, je dirais deux choses. Je dirais ne pas oublier que toute décision, en fait, ne rien faire est une décision. Qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise décision. Il y a juste des décisions qui sont prises en conscience et qui sont prises à temps. Voilà. Et que dans cette manière de vivre et de prendre, tu vois, d'être en conscience du fait que son action est décision, et conscientisée, en fait, d'essayer de savoir qu'est-ce qui nous rapproche le plus de qui on est. Est-ce qu'il y a quelqu'un un investisseur ou une investisseuse qui t'inspire, que tu me recommandes d'inviter sur ce podcast? On est en France ou on est plus large? Alors, on peut être plus large. Non, mais je vais faire... qu'est-ce que je vais te dire? Je pense que ce qui serait intéressant, c'est qu'on élargisse à aussi les gens qui partent des problèmes et qui aident les entrepreneurs à monter dès le démarrage ces problèmes-là. Donc, de parler à Benjamin Tinck sur Marble, parce que ce qui fait vraiment le lien recherche, solution, financement au tout démarrage, je pense que c'est vraiment intéressant d'avoir sa perspective. Je trouve que c'est hyper intéressant ce qu'il fait et c'est bien de lui parler. Après, moi j'aime... Alors après, ce serait bon. Moi, je travaille beaucoup avec les pays nordiques, et du coup, j'ai pas mal d'exemples là-bas. Et je trouve ça intéressant. Je trouve que ce serait intéressant que tu fasses parler des investisseurs devenus entrepreneurs. Ah oui, parce que c'est souvent dans l'autre sens. Voilà. Et donc, Martha, la fondatrice de Pebble,
Avant, elle était fondatrice chez Northzone. Et du coup, le regard qu'elle développe en tant qu'entrepreneur maintenant sur le métier d'investisseur et puis elle en côtoie, elle lève des fonds, etc. est super intéressant parce que du coup, elle a le double regard. Donc, et elle parle à tous les investisseurs climatiques, etc. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir cet angle de quelqu'un qui connaît le métier de l'investissement, mais qui maintenant qu'il est passé du côté entrepreneur peut te pointer du doigt quels sont les problèmes dans le secteur ou les différentes, ou au contraire, ce qui est vraiment, tu vois, c'est chouette ou ce qu'elle voit comme tendance dans les différents entrepreneurs qu'il faut suivre en fait. Ce serait intéressant, je pense. Ok, génial. 2 profils qui m'ont appelé. Et maintenant, parle français. Ok. Mais bon, je pense qu'elle est capable de faire l'interview en français. Ce sera un challenge. Et moi, je dois être capable de faire l'interview en anglais, donc on va pouvoir se rencontrer. Et pour terminer, où est-ce qu'on peut te suivre? Est-ce qu'il y a une actualité que tu as envie de nous partager avant de terminer ce podcast? Alors, où est-ce qu'on peut me suivre? Sur LinkedIn. Donc, Marie Eklund. Je démarre Blue Sky. Ok. Donc, je sais pas si j'essaye. Je pense qu'il faut qu'on aille tous à un endroit où on peut aussi se repartager le savoir de manière moins. Enfin, repartager le savoir dans un contexte un peu plus apaisé, on va dire. Et la deuxième question, j'ai compris. Ah, l'actualité. En fait, on est à fond sur les océans. On va annoncer 2 deals. J'en ai déjà annoncé un, en fait, l'air de rien, là, parce que je vous ai parlé de Coral Vita. Donc, ça, c'est super. Et puis, la plateforme sur tout le développement, sur le Sustainable Finance sur les océans qui va arriver. Ça, tous ceux qui aimeraient participer, c'est une initiative commune, hein, voilà. Franchement, qu'ils n'hésitent pas à me contacter ou à contacter Guillaume qui gère ça chez nous. Parce que voilà, j'ai pas dit pourquoi on allait sur les océans. C'est une respiration sur 2. Hein, c'est 50% de la production de l'oxygène, c'est via les océans. C'est 30% de la captation du CO2. C'est 3 milliards de personnes qui dépendent des océans pour vivre. En termes de nourriture, etc. Et aujourd'hui, c'est un des endroits où les scientifiques ne savent pas expliquer pourquoi la température augmente aussi vite. Dans les océans, c'est en dehors de toutes les prévisions. Donc, on pense qu'on a atteint des tipping points. Et en fait, ça remet en question toute la vie à l'intérieur des océans, potentiellement, parce que plus ça réchauffe, en fait, les océans, moins ils sont en capacité de stocker du carbone, moins ils sont en capacité de contenir de l'oxygène dans l'eau, et les poissons dépendent de l'oxygène dans l'eau pour vivre. Et ils dépendent bon bref, donc en tout cas, c'est entre la surpêche, l'acidification des océans, l'augmentation de la température, on est en train d'affaiblir la vie dans les océans, et donc la capacité de stocker le carbone, et donc notre propre survie à nous, à la fois en termes de nourriture et puis d'aléas climatiques. Donc, c'est super important. Ok, très bien. Je partagerai toutes ces infos sur la description de l'épisode. En tout cas, Mamie, un immense merci pour toutes tes explications, ton partage. C'était vraiment une discussion passionnante. Merci à toi. Voilà, et que tu as longue vie à 2050, parce que c'est pour que tu pas de pas. Et puis, plaisir à voir qu'on change de nom un jour. Oui, au plaisir de t'accueillir à nouveau. Merci beaucoup. Vous venez d'écouter Green Cash, le podcast où l'argent vient financer un avenir fertile. Si cet épisode vous a plu, s'il vous a inspiré, partagez-le, abonnez-vous et laissez-moi un avis 5 étoiles. Je sais que c'est pénible, mais c'est très précieux pour moi et mon travail. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode. À bientôt sur Green Cash.